Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prêt à entrer dans le game ? Je suis aujourd'hui avec Fatou. J'accueille Fatou et je suis ravie de l'accueillir dans Focus Sportpreneur, là où l'énergie du sport rencontre l'entrepreneuriat. Fatou, bonjour. Bonjour Vanina. Je suis ravie de t'avoir. Et avant que tu te présentes un peu plus, je veux juste mettre un peu de contexte. Oui. T'es basketteuse, je vais commencer par ça direct, tu vois. Pour ceux qui savent, je suis passionnée de basket. J'en ai fait, je suis en pré-retraite depuis au moins 5-6 ans, mais je joue plus vraiment. Mais je m'entraînais à un moment avec le club de Noisy-le-Grand. Et bonjour d'ailleurs aux anciennes de Noisy. Et Fatou, tu jouais à Noisy-le-Grand. Ouais. Et on s'est rencontrés là-bas. Ouais. On n'a pas eu l'occasion beaucoup d'échanger. Et j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, que tu t'étais lancée. Et tu vas nous raconter un peu ce que tu fais. Et je voudrais bien que tu nous partages tout ça. Ok. Ça te va ? Okay, Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour dire qui tu es déjà et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Ok, alors du coup, moi je m'appelle Fatou Camara, j'ai 26 ans et je suis brand manager, consultante en stratégie de marque pour des marques de cosmétiques. Tout ça, vous voyez ? Et tu es à ton compte ? Je suis à mon compte, ouais. D'accord. Tu as toujours été à ton compte ? Ouais. Toujours. Ok, t'as commencé comme ça, ah ouais, direct. Ok, moi, d'accord. Je suis dans le vide. D'accord. Et comment on se lance en fait en tant que brand manager ? Ouais. À son compte ou pas, mais qu'est-ce qui a fait que tu es devenue brand manager ou du coup consultante en stratégie de marque, pour faire la traduction ? Comment ça se fait ? Alors du coup, comment est-ce que ça a commencé il y a très longtemps ? Et en fait, c'est vraiment mon parcours qui a influencé ce que je fais aujourd'hui. On remonte, je pense, à mes 15 ans par là. Je m'assouplissais les cheveux. Et au bout d'un moment, j'ai voulu retrouver ma texture de cheveux naturelle. Et en France, on n'était pas encore très éduqués sur le sujet. Donc, il n'y avait pas énormément de contenu sur YouTube, de produits comme on a aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé à me documenter, donc que ce soit en regardant des vidéos YouTube d'américaines, en lisant des articles de blog, etc. Et j'ai pu, comme ça, avoir énormément de connaissances dans le secteur du capillaire, en fait, afro. Et donc, je partageais tout ça avec mon entourage et ils m'ont tous encouragé à créer mon blog pour pouvoir partager mes conseils à un plus grand nombre de personnes. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Allons-y. Ça, c'était quand ? C'était à peu près quelle année ? 2013. Ok, on est en 2024. 25, pardon, mince, je suis dans le passé, 2020. Ouais, ok, d'accord. 2013, par là. Et du coup, je commence à regarder comment est-ce qu'on crée un blog. Donc, je suis sur WordPress et là, je commence à passer mes journées dessus pour essayer de créer mon blog. En fait, c'est super long, mais j'adore ça. Et donc, j'arrive à créer mon blog et toutes les semaines, je partage des petits conseils sur mon blog et tout. Et je commence à avoir des lecteurs, donc je suis trop contente. Et je me dis, si je savais en fait que c'était une petite de 15 ans qui écrivait derrière mais tout on te ça, suit, ça veut dire que tu avais une expertise. Ouais, en fait, tu t'es construit une expertise. C'est ça. Tu t'es formée en même temps, finalement. Exactement, en fait. Pendant que je cherchais des solutions pour moi, en même temps, je me suis formée. Et du coup, j'ai pu partager ces petits conseils à un plus grand nombre de personnes. Et ça me faisait plaisir. En fait, je le faisais vraiment pour le plaisir au départ. Et rapidement, t'as Instagram qui est arrivé. Donc Instagram, c'est un autre type de contenu où tu es face à la caméra, où tu fais tes petites stories, où tu fais tes posts, tes vidéos, etc. Et au début, je ne montrais pas mon visage. J'étais pas trop à l'aise à l'idée de montrer mon visage. Et sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est plus compliqué et ça a commencé à l'être un petit peu vers 2015-2016 par là, on va dire. Quand tu dis compliqué, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de montrer son visage. Les gens ils s'identifient plus facilement à une personne lorsqu'on voit son visage que quand on ne le voit pas, en fait. C'est plus captivant. On voit la consultante brand manager, là, déjà, dans ce qu'elle peut te présenter. Mais vas-y, continue, excuse-moi. Non, mais c'est exactement ça. Donc, au bout d'un moment, je me lance, en fait, et je montre mon visage et ça prend en direct. Donc, je fais mes petits tutos, comment je prends soin de mes cheveux, mes stories, mes revues produits, etc. Je fais la petite influenceuse sur Instagram. Tu te faisais appeler Fatou déjà ou t'avais un autre nom? Non, en fait, c'était Nappy Secret, c'était le nom du blog, les secrets d'une Nappy, genre, parce que c'était les mouvements Nappy à cette époque-là. Ouais, et je tout, me rappelle, j'en ai plein effectivement. Ok, ouais, ok. Bah, du coup, mon Insta, j'ai gardé le NS, j'ai laissé mon prénom, mais j'ai gardé le NS. Donc, faut le savoir. Ouais, okay, NS. ok, d'accord. Parce qu'on me demande parfois, mais pourquoi NS? Ah, c'est une longue histoire. Si tu c'est savais. ça l'histoire, en fait. Maintenant, voilà, NS. Voilà. Nappy, tu as dit? Nappy's Secret. Secret. Ton blog existe encore? Tu crois qu'on peut encore y accéder?
Je crois, mais je sais pas si Tu c'est vas encore même plus. Non, avec toutes mes fautes d'orthographe. Non, mais on dira rien. C'est pas ça qui était le plus important. C'était le contenu que tu Oui, proposais. voilà, c'était le En fait, contenu qui c'est était pas le reste. important et tout. Le reste, voilà. Ok. Donc, tu as commencé par un blog. Ouais, Après, tu as été sur Instagram. C'est ça. Donc, finalement, tu as suivi la tendance. Parce Exactement. qu'effectivement, il y avait plein de blogs à l'époque. c'est ça. Plein de gens qui faisaient des... Après, ça s'est transformé en vlog. Ouais, Du coup, complètement, et ouais. du coup, Instagram. C'est ça. Et après Instagram, qu'est-ce qui s'est passé Des opportunités, finalement, des collaborations avec des marques. Et j'ai pu travailler donc, en tant que conseillère pour une marque sur des salons comme la NHA, la Fort de Paris, et travailler dans des boutiques spécialisées pour les cheveux, en parallèle de mes études, tout ça, tu vois. Donc, Ok. ça m'a offert plein d'opportunités. Et finalement, en parallèle de mes études, j'ai pu donc commencer à travailler, mais dans le secteur de la cosmétique. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est la NHA? Parce que tout le monde ne connaît pas. Ouais, c'est la Natural Hair Academy. Donc, c'est un énorme salon, en fait, sur Paris. Et puis, prochainement, à la porte de Versailles, où tu as plein de marques de cosmétiques afro, en fait, qui exposent avec des expositions, des intervenants. Tout ça, c'est autour de la beauté, en fait, afro-descendante. Ouais. Afro et afro-descendante. J'y suis allée pour moi et aussi pour aller voir des potes à moi, la Créa Familia, qui avait un stand, Ok, en trop fait, bien. aussi à la NHA. Ouais. Et effectivement, c'est impressionnant. En plus, il y avait une ambiance. Ouais, une belle Donc, ambiance. top. Ok, d'accord. Et donc, t'as fait des partenariats, t'as eu Ouais. des collaborations avec ça. des marques. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que du coup, tu travailles pour toi, là, on est d'accord. Ouais. Tu ouais, ne travailles si- pas pour... ouais, Tu c'est- travailles pas pour d'autres marques. Sauf que Exactement. là, si je comprends bien maintenant, tu travailles pour des gens qui veulent lancer C'est ça. leurs produits cosmétiques. C'est bien ça? Exactement, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es passé de toi à justement aux autres? Alors, du coup, moi, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre. D'où est-ce que ça vient? Je pense que c'est une énergie qu'il y a dans ma famille, en fait. On est 5 et on est 4 entrepreneurs sur 5. Ok. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas moi qui ai ramené l'entrepreneuriat à la maison. Je suis J'aurais dû inviter en la plus. famille, en fait. J'aurais dû inviter toute la famille. Ah, moi, je suis la dernière de la famille, je suis la dernière avant entreprise, en fait. Ok. Donc, ça veut dire que j'ai pas eu ce problème d'appréhension au haut de la famille. Moi, j'ai toujours été encouragée dans cette direction, en fait. Donc, très, très jeune, je pense qu'à mes 16-17 ans, je savais que je voulais entreprendre. Et au début, comment ça s'est manifesté? En fait, j'ai envie de créer ma marque de cosmétiques, moi aussi. Et avec le temps passait, parce qu'à 16-17 ans, en fait, t'as envie, mais t'as pas forcément la possibilité de le faire. Donc, le temps passait, les marques de cosmétiques étaient lancées, donc le marché se remplissait, etc. Je me suis dit, bon, finalement, est-ce que c'est ce que j'ai toujours envie de faire? Parce qu'au début, je voulais vraiment répondre... il y a toujours une demande, hein, il y a toujours un besoin, mais moi, je voulais vraiment être dans les débuts. Et quand le temps il est passé, je me suis dit, bon, il y a toujours des marques qui se créent, j'ai pas encore la possibilité aujourd'hui de me lancer, de peut-être toujours entreprendre, mais pas forcément dans la création de ma marque de cosmétiques. Et en poursuivant mes études, donc j'ai découvert le marketing. Et j'ai adoré ça, en fait. J'ai adoré ça. Je me suis dit, mais c'est trop bien et tout. Mettre en place des stratégies pour avoir de la visibilité, pour faire des ventes et tout. Trop, trop bien. Jouer avec la psychologie, etc. Je trouve ça super intéressant. Et du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, je sais que je vais entreprendre, donc je vais orienter mes études pour apprendre des tips qui vont me permettre d'entreprendre. Et au fur et à mesure, je vais trouver ma petite idée. Et la cosmétique était toujours là quand même. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir entreprendre dans la cosmétique? Et c'est en évoluant, en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient lancer leur marque de cosmétiques. Mais c'est pas forcément des personnes qui sont issues du secteur de la vente, du marketing ou autre. C'est des personnes, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être une infirmière, une maîtresse d'école qui veut lancer sa marque de cosmétique. Et du coup, lancer sa marque de cosmétique, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de choses à connaître en termes de réglementation, en termes de formulation, etc. Donc, finalement, c'est comme ça que j'ai pu me lancer, en fait, et du coup, devenir brand manager. Et tu me l'as dit en préparant justement l'entrevue, tu me disais effectivement quand tu veux lancer la cosmétique, c'est pas juste tu vas acheter les produits à Aromazone et faire. Il y a effectivement des conformités, des conformités européennes, réglementaires qui sont à respecter et tu les accompagnes dans ce sens-là parce que l'idée c'est qu'ils perdurent et pas qu'ils se ramassent, je suppose, par la suite. Exactement, parce qu'il y a énormément de marques de cosmétiques qui sont créées par an. J'ai plus les chiffres, mais c'est énorme. Et l'année suivante, t'en as beaucoup qui ferment, en fait. T'en as beaucoup qui ferment. Et il faut savoir aussi que c'est beaucoup dû à un manque de connaissances. Typiquement, la réglementation européenne, c'est la plus stricte du monde, si je ne me trompe pas. Donc, il y a plein de choses à savoir. Au niveau des laboratoires, bien sûr, sur les laboratoires,
un laboratoire à taille humaine si on a un petit budget, connaître les MOQ, donc le minimum de production que le laboratoire gère, les matières premières, le coût des matières premières, le coût formulation, comment est-ce que je vais calculer le coût de mon produit lorsque j'aurai mon produit final, le budget dans mon marketing, dans ma communication, parce que beaucoup de personnes sont très focus produit, donc ils mettent un budget incroyable, des milliers d'euros pour développer des produits excellents, c'est très bien, mais derrière ton produit, tu le vends comment? C'est un marché ultra concurrentiel, donc comment est-ce que tu vas faire pour faire découvrir ton produit parmi tous les produits qui existent sur le marché? Pourquoi ton produit est pas celui d'un autre en fait? Il y a certains qui disent en fait si t'en parles pas, c'est comme si tu n'existais pas. Exactement. Donc en fait, t'as beau, ça peut être très, frustrant en fait justement où tu travailles pour avoir un bête de produit, puis à la finale en fait personne n'achète. Mais si t'en parles pas. C'est ça. Si tu fais pas tester non plus, exactement. Bah t'avances pas. C'est ça. Donc, et c'est pas juste 2-3 posts sur Instagram qui vont faire qu'on va te découvrir et t'acheter. Donc il y a beaucoup plus de choses à faire pour avoir de la clientèle. Juste une petite parenthèse, ça me rappelle en fait la série Mad Men, en fait, je sais pas si tu connais justement, et ça parle justement de l'évolution de la publicité, du marketing, etc. Ça a toujours existé. Là, on le fait sur les réseaux sociaux, mais en fait, ça a toujours existé. Les pubs qu'on voit, à un moment, je vois tout plein de concessionnaires qui font la pub. Je dis, mais attends, il y a 5 concessionnaires en une seule page de pub, pourquoi? Bah en fait, c'est parce que pour qu'on se rappelle d'eux. Exactement. On se rappelle d'eux et on les oublie pas. Et moi, mon exemple préféré, c'est McDo. T'as un McDo à chaque coin de rue, pourquoi ils font toujours autant de pubs? Tu vois. Et leur meilleure pub, selon moi, c'était juste la photo de la frite. Elle était tellement belle, tu dis, mais j'en ai envie. Exactement. Et tu reconnais les couleurs, les codes couleurs, en fait. Exactement, t'as pas besoin de... Et tu sais, c'est l'exemple que je donne toujours quand Just Do It, parce que vous le valez bien, c'est des choses où... Bah en fait, si tu t'en souviens, c'est parce qu'il y a eu un travail de la marque derrière qui a été fait sur toi. C'est ça. Donc, ils travaillent en sous-marin, entre guillemets, mais c'est pas pour rien. Ils ont un investissement sur ça qui n'est pas pour rien. Et comment l'appliquer, en fait, pour des plus petits projets ou plus petits produits pour qu'ils puissent se développer, en fait, par la suite. Bon, bah top. C'est intéressant d'avoir ce côté-là. Mais à un moment, tu as parlé quand même de technique. Tu as parlé de marketing. Tu as parlé justement de ton passé qui, justement, toi-même, tu voulais savoir comment utiliser des produits, on va dire, non nocifs pour tes cheveux. Mais à un moment, tu as parlé laboratoire. À quel moment tu as appris ces choses-là? Parce que bon, j'ai lu, attends, à quel moment elle me dit, ok, elle me parle de trucs réglementaires, ok, mais ça vient à quel moment ça? Je pense que ça vient de la demande du client, parce qu'au départ, moi, c'était vraiment purement, t'as ton produit, on y va en fait. Mais j'ai commencé à avoir des demandes de personnes qui étaient beaucoup plus tôt au niveau de leur étape, des personnes beaucoup plus conscientes qu'en fait, ça commençait beaucoup plus tôt le marketing, et qui ont commencé à me poser des questions sur... en fait, comment est-ce que je commence, tout simplement. Là, j'ai pas encore mes produits, mais par où est-ce que je commence, tu vois. Et quand j'ai commencé à avoir ces premières questions, moi, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de collaborer avec des laboratoires pour pouvoir fournir un accompagnement beaucoup plus complet, parce que moi, je peux te parler de réglementation, etc., mais j'ai des limites, c'est pas mon métier, c'est pas mon expertise. Et donc, il me fallait avec moi un laboratoire pour pouvoir accompagner la personne de A à Z. Et j'ai galéré, en fait. J'ai galéré parce que les laboratoires, eux aussi, sont très focus produit. Et une fois qu'ils ont fait le produit pour le client, bah voilà, on va pas l'accompagner sur tout ce qu'il y a autour, etc. C'est à lui de faire ses recherches, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de mal jusqu'à tout récemment où j'ai pu trouver mon labo partenaire, en fait, tu vois. Ok, félicitations. Déjà. Merci. Parce que comme tu disais, ça a l'air pas facile. Et même quand on dit laboratoire, cosmétique en tout cas, on dit mais par où on passe, par qui on passe, comment ça se passe, comment on crée des collaborations, comment on crée des partenariats, et on reviendra sur ce sujet-là en tout cas. Donc ton déclencheur, donc c'était qu'est-ce que tu savais que tu voulais entreprendre. Merci à ta famille qui a pu des rôles modèles finalement. Est-ce qu'il, bon, j'en parlerai plus tard, mais est-ce que justement il y a quelqu'un, enfin du coup ils t'ont poussé à aller entreprendre, ou est-ce qu'ils t'ont dit non, n'y va pas? Bah, en fait, c'est une bonne question, mais en fait, je pense que je leur ai dit que je voulais entreprendre et ils m'ont dit fonce, en fait. Tu vois, ils m'ont dit, mes parents, mes frères, ça, bah, vas-y, tente, en fait. Et puis, moi, il y a aussi le côté où j'avais cette sécurité de, je suis à la maison, chez papa, maman. Donc, en fait, je peux prendre le risque d'entreprendre et de me planter complètement, j'aurais toujours un toit au-dessus de ma tête ou à manger dans mon assiette. Donc en fait, qu'est-ce que je perds à le faire? Et c'est pour ça que parfois je fais des all-in. En fait, je me dis, vas-y, je saute être la première. Si ça donne trop bien, si ça donne pas, qu'est-ce qui se passe après, en fait, tu vois? Quelques larmes, et après on essaye, on avance. mais là, on pourra parler de résilience après, mais ça fait partie pour moi du parcours de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat. Il y a différents types
différentes formes d'entrepreneuriat. Et moi, je trouve ça top, justement, que ta famille te pousse et t'aide. Et justement, ils sont passés peut-être potentiellement par là aussi. Complètement, ouais. Et tu vois qu'ils sont encore debout. Ouais. Tu vois, et je pense que c'est bien. Tout le monde n'a pas forcément cet entourage-là. Je me suis rendu compte ça, ouais. Et top que tu aies pu justement profiter de cette énergie, ce dynamisme-là. C'est cool, même quand ça va pas, tu sais, t'es au bout du gouffre. Non, c'est bon, il faut tout arrêter. T'arrêtes pas en fait. Non, t'arrêtes pas. Tu vas trouver les solutions, t'arrêtes pas. Tu vois, on te pousse à ne pas lâcher en fait. Donc c'est trop bien. Bon, ça c'est top. Dis-moi, comment parce qu'à un moment, ok, tu veux te lancer. Ouais. Mais en termes juridiquement, tu peux pas te lancer comme ça. Ouais. Donc, on sait tous qu'il faut faire le choix du statut de l'entreprise, etc. Qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu as commencé en auto-entrepreneur? Ouais, complètement. Au plus simple. Au plus simple. Au plus simple. Il existait Alors, parce que du coup, il n'est pas si vieux que ça, mais du coup, tu t'es mis en micro-entreprise. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été simple? Ouais, ça a été simple. J'ai regardé un peu comment faire. Micro-entreprise, ça se fait simplement. Il n'y a pas trop de prise de tête à faire niveau juridique. Enfin, c'est très rapide. Ça te permet de tester ton idée aussi. Donc, je crée le statut avec une banque en ligne, en plus, qui le fait. Donc, tu payes 50 €, je crois. Ils te font ton statut, ils t'ouvrent le compte en même temps. Donc, je commence comme ça. Okay. Au départ, c'est comme ça, ouais. Et ça a changé entre-temps? Ouais, entre-temps, ça a changé parce que du coup, au niveau de la micro-entreprise, ton CA, c'est ton bénéfice, en fait. Du coup, c'est compliqué parce que moi, je suis en agence et j'ai la formation aussi. Du coup, parfois, je fais appel à des prestataires. Donc, ça peut être un vidéaste, un photographe, une graphiste, etc. Du coup, à ce moment-là, c'est compliqué d'enlever de tes charges, en fait, ce que tu vas donner à ce freelance pour t'accompagner là-dessus. Ouais. Donc, il fallait que je puisse faire la différence entre mon CA et pour retirer les charges, etc. C'était plus simple. Je vais repréciser parce qu'en micro-entreprise, en fait, les charges, ça dépend de l'imposition, mais sur le revenu, ils disent que tu as 40% de charges. Ouais. Voilà, par défaut. Quelles que soient en fait tes charges, c'est 40%. Sauf qu'effectivement, quand tu commences à te développer ou autre, à un moment, tes charges, elles ne sont pas à 40%. Exactement. Elles sont peut-être à 50, 60 et ce n'est pas déduit en fait de ce que tu déclares. Donc, c'est un choix fiscal aussi. Ouais. Et puis aussi de suivi de tes dépenses parce que du coup, tu te structures un peu plus. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail, mais aujourd'hui, tu as toujours un cabinet d'experts comptables en ligne, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe? T'es chez qui? Je suis chez l'expert comptable, mais je vais changer. Ah, ça s'appelle l'expert comptable. Je peux savoir pourquoi tu veux changer? Sans leur faire de mauvaise pub. En fait, moi, je suis nulle en administratif, je suis nulle en tout ça. Et je trouve que j'ai besoin de plus de suivi, en fait. J'ai besoin de plus qu'on m'informe plus sur quoi et quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se passe, etc. Moi, j'ai besoin d'une éducation à ce niveau-là. Il faut que je le fasse quand même de mon côté moi-même, même si j'ai pas le temps. Donc, j'aimerais bien quand même avoir une personne qui... J'ai une personne allouée à ça, mais je sais pas quoi lui demander, en fait, parce que je sais pas. Tu vois. Donc, en gros, on te demande, oui, du coup, vous avez des questions. Je sais pas, puisque je sais pas. Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait... Tu as besoin, en fait, de quelqu'un qui vienne te conseiller en plus et te pousser de l'information et pas juste prendre les informations et faire juste, je fais ta compta et point barre. C'est ça. Tu as des cabinets experts comptables qui ont cette démarche-là. C'est vrai que les cabinets experts comptables en ligne... Ouais, pas forcément. Pas forcément, sinon il faut aller les solliciter. Moi, j'ai un cabinet expert comptable en ligne. Ouais. C'est moi, parce que moi, je connais, en fait, je sais en fait comment ils travaillent, etc. et quoi leur demander. Donc, je vais leur demander des choses. Ça, mais j'arrive à un moment où... moi-même, je suis contrôle de gestion, je veux analyser mes coûts et mes charges. Et avec l'outil qu'ils me proposent, c'est pas assez. Ah, ok, ouais. Tu vois, donc là, je passe à j'ai besoin de voir plus et d'avoir peut-être quelqu'un de plus... qui est dans l'accompagnement et dans le conseil. Si tu trouves, tu me donnes le contact. Je cherche en fait justement des partenaires. Ça, c'est un autre sujet. Merci. Du coup, là, ça fait combien de temps que tu as lancé ta micro-entreprise? T'es en quel statut? Je t'ai pas demandé. Quel est ton statut? Je suis en URL. Là. T'es en URL. Ouais. Pourquoi t'as choisi URL? Il y avait une raison particulière ou... Non, c'était soit l'URL, soit la SASU, sauf qu'au niveau du salaire que tu te verses, tu payes plus de charges en SASU, et du coup, en URL, un peu moins. Du coup, SASU, c'est mieux quand tu te payes un peu moins de salaire, sauf que moi, j'ai besoin de salaire. Donc, on va en URL. Du coup, dis-moi la retraite, mais bon, la retraite, c'est encore loin, donc... Mais c'est des vrais... En fait, ce que tu dis, c'est un vrai sujet parce qu'on arrive... OK, quel statut je prends? Et en fait, tu as des choix soit financiers, soit fiscaux. C'est ça. Moi, j'ai fait le choix d'une SASU. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y avait la sécurité sociale. Je paye plus de charges. Ouais. OK, c'est vrai.
Mais du coup, demain, en fait, si je suis malade, j'ai une partie, en fait, puisque je finance, j'ai toujours payé mes cotisations. Je suis à jour, messieurs, dames. Là, c'est bon, URSSAF, merci. Je suis à jour. Je fais en sorte, donc, s'il y a un problème, je sais que j'ai déjà reversé, en fait, entre guillemets, dans la cagnotte, et je pourrais, en fait, en bénéficier, en fait, à un moment donné, s'il y a un problème. Après, je prends quand même la mutuelle, parce qu'on sait que tout n'est pas remboursé, certes, mais c'est un choix personnel. Mais je comprends, en fait, ce que tu dis aussi, parce que SASU, tu payes, je crois que si je ne me trompe pas, 80% de charge. Parce que, voilà, pour 1 000 €, tu as 1 800 € qui est enlevé de ton compte. Faut pas, voilà. Et, sauf que EURL, sauf si je ne me trompe pas, ça va être 46, 50, quelque chose comme ça. C'est moi. Donc, je comprends tout à fait, en fait, ce que tu dis. Est-ce que, alors, peut-être que tu ne t'étais pas encore posé la question, mais est-ce que, du coup, tu payes peut-être une mutuelle complémentaire high level pour compenser un peu Ouais, je paye une mutuelle à côté, mais je paye une mutuelle de moins de 30 ans, parce que j'ai 26 ans. Elle a 26 ans, messieurs, dames, pardon. 26 ans. Donc je m'en sors bien. Elle commence à faire son blog à 15-16 ans, à 26 ans, et elle l'a dit doucement. Elle a dit, du coup, j'ai une agence, j'ai un partenariat avec un laboratoire. Excusez-moi. C'est bien cette jeunesse. Continue comme ça. Merci. Continue comme ça. Pardon, je voulais pas. Donc du coup, tu as pris une mutuelle qui a moins de 30 ans, qui est pas chère pour l'instant. Ouais, ça va, ouais. Ouais, ok. Oui. Mais ça sera... Bon, en tout cas, je te préconise de regarder et de cotiser déjà ta retraite. Oui, il faut que je regarde. Moi, tu vois, c'est le sujet que je néglige un peu quand même, mais c'est vrai qu'il faut que je me penche dessus. On n'y pense pas, mais c'est vrai que plus tôt on le fait, même 100 € par mois sur la société. Parce que du coup, je me permets de dire, en fait, il y a une partie qui peut être sur la société. Si en plus, bon, là, je pense qu'il y a des experts qui sont mieux placés que moi pour parler de ça. Mais si tu as des salariés ou autres, tu peux ouvrir un PER, capitaliser aussi bien pour tes salariés que pour toi. Donc, ça te permet en fait d'épargner sur long terme. Et fiscalement, c'est intéressant. Bon, bref, je ne vais pas m'arrêter. Non, mais je prends note en tout cas, merci. Je vais creuser le sujet. Je pense qu'il faut creuser. Voilà. Bon, on en profite. Vous donne des choses qui pourront peut-être, des tips ou des infos qui pourront vous aider. Donc, EURL. OK. Merci déjà pour ce premier point. Tu nous as parlé de ton parcours. Tu nous as parlé justement de tes motivations aussi. Pourquoi tu t'es lancé et pourquoi à un moment donné... Là, du coup, tu parles quand même de quelque chose qui te... Je reviens sur un sujet, mais aujourd'hui, tu vis de quelque chose que tu as aimé faire. Ouais. Dès le départ. Et c'est un peu comme Apple, tu vis un peu de ta passion finalement. Clairement, complètement. Moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce que tu en penses? C'était quelque chose que tu avais prévu? C'est quelque chose que finalement tu vis et tu te poses même pas la question? Comment tu le vis? Franchement, je me rends compte quand même que c'est pas donné à tout le monde de vivre de sa passion. Et si j'avais pas vécu de ma passion, je sais pas ce que j'aurais fait finalement, parce que j'aurais eu la motivation de me lever tous les matins et de faire un taf que j'aime pas. Je sais pas. Mais en vrai, est-ce que tu te poses vraiment la question quand t'es dedans et que t'as pas trop le choix? Je pense pas non plus, tu vois. Donc je pense que j'ai toujours voulu... j'ai toujours été prévalente, entre guillemets, sur mon avenir. Pas forcément pour la retraite pour l'instant, mais sur un avenir beaucoup plus proche. Donc quand je faisais mes études, je me posais toujours la question de qu'est-ce que je peux faire après pour accomplir mon objectif, etc. Et je me suis toujours posé la question de ce que j'allais faire plus tard. Même si c'était un peu flou, etc., je me posais toujours cette question-là. Et pour moi, en fait, c'était super important de faire quelque chose que j'aime, en fait, et de prendre du plaisir à me réveiller tous les matins, parce que c'est pas facile de se réveiller le matin. Donc, prendre du plaisir à me réveiller le matin et faire un truc que j'aime, en fait. C'est vrai que c'est dur quand tu te réveilles et que la première chose que tu prends, c'est ton téléphone. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais quand tu sais que t'aimes ce que tu fais, malgré les hauts et les bas, tu te dis, je suis quand même chanceuse de faire ce que j'aime, en fait. Je suis ravie pour toi. Merci. Franchement, je suis ravie pour toi. Bon, on va parler d'un autre petit point qui n'est pas anodin. On a dit tu es basketteuse en activité. Tu joues encore, contrairement à d'autres. Tu joues encore. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi le basket a façonné ton esprit entrepreneurial? Est-ce que ça a joué ou pas? La discipline. La discipline. La discipline. Quand qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, tu vas prendre ton sac et tu vas aller à l'entraînement. T'as pas envie, t'as la flemme, tu vas prendre ton sac, tu vas aller à l'entraînement, tu t'es engagé, tu vas. Je parle même pas de la pré-saison, là où tu vas te préparer, tu vas courir sans ballon. Aussi. Il fait beau. Des tours de terrain, des tours de piste, des tours dans le bois de Vincennes. Ça sent la trauma. Ça, c'est quoi? C'est Vincennes qui? La discipline. Ouais, la discipline. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je suis hyper disciplinée dans le basket,
Mais je sais pas si j'aurais cette discipline-là pour un autre sport. Ok. Parce que j'en fais depuis que j'ai 11 ans. Donc finalement, cette discipline, je l'ai construite sur des années. Donc je sais que niveau basket, je suis disciplinée. Maintenant, demain, je fais du paddle. Est-ce que dans ma discipline, ce sera pareil en fait vas-y, tous les mardis, je vais au paddle. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu la flemme, je suis fatiguée, il pleut, allez, flemme, j'annule, tu vois. J'ai souvent cette discussion parce que je dis que moi, j'ai fait du basket, j'ai pas fait du sport. Ouais. C'est tout bête. C'est vrai, J'ai essayé après avoir arrêté, j'ai essayé de trouver une alternative que je n'ai pas trouvée. J'ai essayé les cours collectifs, même les sports de combat individuels, le self-défense. Ça marche pas. À part aller danser parce que j'aime danser, j'ai pas trouvé d'alternative. Donc, je me considère pas bizarrement comme sportive. Bon, ça se voit plus en plus. Mais du coup, est-ce que tu penses que t'es... Parce que tu avais une passion pour le basket. Ouais. Est-ce que tu penses... Déjà, est-ce que tu pourrais aller courir sans ballon? Non. Voilà. Non. Ça, c'est mon truc. C'est mort. Non, c'est mort. Mais du coup, ça t'a donné cette discipline. Il y a autre chose peut-être que le basket ou le sport t'a aidé à... Quand t'es entrepreneur, parfois, t'es seul. Donc, c'est vrai que de nature, je suis quelqu'un de très solitaire, mais on est des êtres sociaux, en fait, les êtres humains. Donc, au bout d'un moment, c'est bien, t'es dans ta petite bulle, ça te dérange pas forcément. Mais le fait de sortir de chez toi et d'aller voir du monde avec qui tu vas échanger, comment ça a été ta journée, juste échanger avec des autres personnes, en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça permet de sociabiliser. T'as ta dose de sociabiliser dans la... 1, 2, 3. T'as ta dose de sociabilisation dans la journée. Ouais. Ok. Donc le collectif, on peut voir en fait au basket, aux entraînements, aux matchs collectifs avec les adversaires ou pas, ça dépend. Mais ce côté social en fait, social. Et te structurer. Ouais, et la compétition aussi, ça apporte. Le fait de faire de la compétition, tu te challenges beaucoup au quotidien quand t'es entrepreneur. Et je pense que dès que tu fais du basket en compétition, tu te challenges déjà beaucoup en fait. Ouais. Donc ça apporte beaucoup. En compétition, alors que ce soit en championnat, pour moi c'est... ta compète ou tes challenges sont aussi bien en championnat que pendant les entraînements où tu as tes sessions shoot. Ok, le coach il te dit tu dois faire une session de 20 shoots. Moi, je me rappelais, je m'auto-challengeais à chaque fois. On en faisait 3. Au début, si j'ai fait 15 sur 20, moi, mon objectif, à moi, toute seule, c'était de faire 17, voire mieux. Complètement, ouais. Et tu t'ajustes et tu te disciplines déjà sur la gestuelle et tu te challenges tout seul et en fait, ça joue, pour moi, la compétition déjà à nous-mêmes et ça sera un bénéfice pour l'équipe aussi. Complètement. Donc, est-ce que tu trouves que ces challenges, enfin, là, tu as parlé compétition, mais moi, je vais parler de challenge, tu l'as retrouvé dans l'entrepreneuriat? Complètement. Tu as des exemples si tu veux en parler. Moi, tu aurais déjà pété de rire. Moi, comme je t'ai dit, je saute dans le vide. Ok, le all-in. Okay, le all-in, je saute dans le vide. Donc, ça veut dire que, je sais pas, tu vas me donner un délai court et tu vas me dire, est-ce que c'est possible? Je vais réfléchir, je vais dire, ouais, c'est possible. Je sais pas comment je vais le faire. Mais ouais, c'est possible, tu vois. Ce genre de choses. Il y a quand même un côté en moi qui me dit, ouais, c'est possible, tu sais pas comment, mais tu sais que c'est possible dans le fond, tu vois. Mais parfois, je sais pas comment est-ce que je vais faire. Et pourtant, quand je te dis que c'est possible, je suis convaincante. On dirait que j'ai déjà la solution, je sais déjà comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire, ni par où je vais commencer, mais je sais que c'est possible. Et donc, avec détermination, je te dis, ouais, c'est possible. Et du coup, jusqu'à la deadline à laquelle je vais devoir rendre ce projet, en fait, je vais me challenger en mode, bon, ok, on commence par où maintenant? Tu fais des petites recherches, tu contactes les gens, etc. Et du coup, finalement, quand tu arrives à la fin, en fait, et que tu as rendu le projet, que le client il est ultra satisfait, tu te dis, trop bien. Mais tu penses que ça vient d'où, justement, ce truc de dire, ouais, c'est possible? Tu vois, ça vient... Est-ce que tu penses que tu l'avais toujours en toi ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que... Tu vois, ça vient... C'est une bonne question, ça. Tu vois, est-ce que c'est inné ou est-ce que... Parce que ce truc, oui, c'est possible. Il y en a qui se disent même pas, ils se disent tout simplement, c'est pas possible. Ouais. Là, ton oui, c'est possible, ça veut dire, pour moi, comment je le traduis, t'as une vision, tu vois déjà, en fait, ce que ça peut donner, même si t'as pas la version opérationnelle, en fait, en détail, tu dis, mais ouais, je vais aller chercher, ouais, vas-y. Ouais. Mais tu vois, ce truc, tu sais pas d'où ça peut venir? Je sais pas. Bon, si ça te revient plus tard, tu me dis. Mais tu vois, moi, je m'interroge. C'est une bonne question, en fait, parce que je sais que j'ai pas toujours été comme ça. Moi, je suis une ex-timide maladive, en fait. On dirait pas là depuis tout à l'heure. Moi, fallait voir quand j'étais ado, quand il fallait aller au McDo et commander, aller devant la personne et dire, est-ce que je peux avoir un Big Mac?
Et je commençais à avoir chaud dans la file, j'avais chaud. J'ai répété 15 fois la phrase dans ma tête. Et quand je parlais, je chuchotais. Je devais répéter 15 fois pour qu'ils me comprennent. J'étais vraiment très timide, en fait. Comment t'expliques cette transformation? J'en ai aucune idée, Vanina. C'est au bout d'un moment, en fait, je pense que il faut se faire violence. Et à force de me challenger et sortir de ma zone de confort, j'ai plus de zone de confort, en fait. Il faut le faire, j'y vais, en fait. Simplement parce que sinon, je fais rien. Je reste dans ma timidité, je reste dans ma bulle. Et c'est pas ce que je veux. Donc finalement, comment est-ce qu'on sort de ça? Comme je te dis, moi, je saute dans le vide. Donc au bout d'un moment, il saute. Tu sautes une fois, ça prend bien, ça marche. Je saute encore une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, je me mange le sol, en fait. Qu'est-ce qui a fait que je me suis mangé le sol? Ok, la prochaine fois, je ferai attention et je ferai pas les mêmes erreurs et puis on avance. Tu vois, là, pour moi, tu as parlé de persévérance. Tu n'as pas parlé de persévérance tout à l'heure au sport. Et je le dis à chaque fois, quand tu fais au début, tu sais pas faire un double pas, tu apprends à le faire. C'est limite le double pas, c'est le plus simple parce que tu es le plus proche en fait, du panier. Tu apprends à le faire, tu réajustes ta gestuelle, quelqu'un t'accompagne ou pas, ou tu le fais toute seule. Ça, c'est de la persévérance. Et le fait de, tu perds, tout à l'heure on parlait de session de shoot, ok, ta session de shoot, elle était naze, tu as fait 0/20 à chaque fois. Ok, on te donne, toi tu analyses en fait comment t'as fait, tu reviens, la résilience. Donc on revient sur ce sujet-là et c'est ces valeurs-là, entrepreneuriat qui se mélangent avec le sport, la discipline ou l'autodiscipline, on peut le dire comme ça aussi, la persévérance et la résilience. Merci pour ce partage. Et moi je pense que j'étais timide aussi comme toi. Et en fait, en se challengeant et avec les expériences de la vie, en disant je peux le faire, je peux essayer, ça n'a pas marché. Quand on dit il faut pitcher en fait un projet en 30 secondes, maintenant en fait 2 ans après ou 3 ans après, il y a cette facilité-là. Donc en fait, on sort de cette zone de confort pour aller peut-être vers une zone de génie. Peut-être que tu l'avais déjà en toi, et sauf que là, ça c'est simplement peut-être. On s'arrête pour la première partie, on a 2 autres parties et on va parler du coup des stratégies marketing, des collaborations que tu as un petit peu abordées déjà. Et on a parlé déjà de la résilience, mais on va en parler à nouveau. Ok, ça marche. Merci Fatou. Merci à toi.